Partez à la rencontre de votre puissance, de votre conscience. L'évolution mondiale actuelle nous pousse à revoir nos façons de vivre, de penser, de relationner, de cohabiter les uns avec les autres, de se réaliser soi-même. J'ai cœur à partager ce mode de vie avec vous. La conscience et la santé sont accessibles à tous aujourd'hui. Conscience collective, conscience spirituelle, santé physique, santé mentale. Je suis Armelle Bontemps, autrice française, coach et mentor spirituel, accompagnante, maman. Ex-journaliste, j'ai travaillé pour de nombreux médias en France et en Australie. Je vous accompagne depuis des années pour réveiller votre conscience et aller vers plus de sens. Shift You, c'est pour les visionnaires, les chercheurs de sens, les amoureux de la vie, les curieux, les passionnés. Je suis heureuse de vous proposer tous ces épisodes et ces merveilleuses rencontres. C'est déjà plus de 60 épisodes et des milliers d'écoutes sur toutes les plateformes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux Mel de Bontemps ou m'écrire directement via mon site web meldebontemps.com. Bonne écoute. Salut, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va, tu vas bien? Oui, super. Je suis dans le sud de la France, là, il fait beau. Merde. Ouais, magnifique. Dans une superbe région. Ouais. Oui, dans le duché d'Uzès. Ah, j'adore cet endroit. Ouais. Bienvenue à tout le monde pour ce live qui sera ensuite aussi disponible sur mon podcast. C'est un petit peu le principe. Live pour ceux qui sont présents et ensuite en replay pour tous les autres sur toutes les plateformes, sur YouTube et sur les différentes plateformes audio. Je suis super contente de te retrouver, Pablo. Ça fait un moment qu'on discute, qu'on essaye de planifier aussi ce petit moment ensemble. Donc c'est génial, on a pas mal de choses, je crois, en commun. Et puis pas mal de choses intéressantes à évoquer, je pense, dans le contexte mondial actuel. Ok. Pour donner un petit peu la trame de cet échange, on va parler un petit peu de ton parcours personnel, si c'est ok pour toi. Et de ton parcours en tant que médecin aussi, et à la croisée des chemins entre le spirituel et la médecine, parce que la foi fait vraiment partie intégrante de ton quotidien. On finira par quelques hacks santé du doc Pablo, des choses un petit peu, tu vois, qu'on pourrait mettre en place au quotidien de manière un petit peu commune, qui bien sûr, chaque personne a vraiment des besoins particuliers, mais des choses un peu globales qu'on peut reprendre. Non, mais il y a des fondamentaux, t'inquiète. Ouais, les fondamentaux. Donc voilà un petit peu la trame pour aujourd'hui. Je sais que voilà, tu partages énormément de choses sur les réseaux, tu as des axes qui sont très vastes parce que tu parles à la fois d'alimentation, de sport, de technologie médicale. Donc il y a énormément de choses qui sont vraiment, je pense, au centre de ton travail de médecin. Qu'est-ce que ça a été ton parcours personnel en quelques mots? Comment tu en es arrivé à devenir médecin? Et si tu veux bien nous parler juste quelques mots là-dessus sur... Devenir médecin, j'ai fait... C'est mon père, en fait, qui m'avait emmené à l'époque en Afrique, quand j'avais 17 ans. Et... parce que j'avais fait un bac éco et je devais plutôt aller faire des études genre HEC ou un truc comme ça. Et puis en fait, l'éco me branchait pas plus que ça. Puis mon père m'avait emmené en Afrique parce que mon père, il est pasteur et à l'époque il était à la tête d'un bureau de mission. Donc il allait souvent rendre visite à des missions en Afrique et puis je l'ai accompagné. Et puis là-bas, c'est vrai que je me rendais compte de l'importance de la médecine parce que trois quarts des besoins des gens, en fait, ils avaient une vie qui était honnêtement même mieux que à bien des égards que la vie en Europe. Mais par contre, quand il y avait un problème de santé, ça prenait des proportions énormes et donc ça m'avait touché à l'époque. Puis j'avais passé un peu de temps avec l'association Terre des Hommes, qui est une association suisse qui est implantée en Afrique aussi, justement pour faire de l'humanitaire. Et du coup, c'est ça qui m'a touché, qui m'a motivé de faire médecine. Voilà, j'étais touché. Puis ensuite, quand j'ai fait la première année de médecine, je suis tombé amoureux de la médecine parce que vraiment, je trouvais que c'était la première fois que je faisais des études intéressantes. Toutes les matières m'intéressaient, je trouvais ça incroyable, donc je me suis passionné. Donc c'est vraiment une vocation et une passion.
je prends énormément de plaisir à étudier et à pratiquer la médecine. J'ai fini, hein. Ok. Et du coup, super. Je savais pas du tout que ton père était pasteur, effectivement. Oui, moi j'ai grandi dans les églises baptistes et mon père est pasteur donc baptiste. Donc c'est un mouvement, c'est une branche du protestantisme qu'on peut mettre dans la case des évangéliques. C'est le mouvement le plus répandu aux États-Unis. Ouais. La plupart des églises aux États-Unis, elles sont baptistes. Ok, ouais. Ok, super. Donc ouais, tu as eu vraiment un appel assez profond et tu t'es rendu compte que c'était une branche, enfin un domaine qui te passionnait à tout niveau et ouais. Ouais, je suis content, je regrette pas du tout mon choix. Ça a été difficile, j'ai raté la première année 2 fois. Mais bon, j'ai quand même réussi finalement à le faire. Je me suis un peu entêté et je regrette pas. J'avais le choix, la deuxième fois, j'aurais pu aller en fac de dentaire. Et puis bon, je suis content d'avoir fait médecine parce que aujourd'hui je suis généraliste et bon, médecine fonctionnelle enfin j'ai plein de casquettes, mais c'est vraiment ce fait de pouvoir être très très généraliste, de pouvoir toucher à plein de problèmes qui m'intéresse et la vision très holistique que j'ai de la personne dans son ensemble, d'où aujourd'hui aussi le fait que j'aborde le sujet de la foi, de la spiritualité, parce qu'en fait l'être humain est un tout, il est corps, âme et esprit, et donc en fait la santé c'est aussi la santé mentale et en fait si on creuse aussi la santé spirituelle. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent, je trouve, dans ce que tu partages et qui, à mon sens aussi, est devenu extrêmement présent dans notre société parce que voilà, le collectif avance. Il n'y a pas de différence entre l'individuel et le collectif. Donc, finalement, c'est une émergence qui est super grande aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui se tournent de nouveau vers Dieu avec tout un tas de visions différentes. Il y a un aspect, ce qui est mon cas aussi, hein, tu vois, mais parfois et même souvent maintenant dans un aspect non dogmatique des choses et qui nous libère beaucoup, je pense, sur cette vision de la spiritualité. Oui, je pense que ouais, exactement. On a moi en tout cas à un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin de quitter l'église et de quitter les églises parce que à cause du formatage. Je crois qu'on est dans une période aussi, mais même en dehors de l'église, on est dans une période de déformatage, de remise en question des systèmes qui nous ont été imposés, si tu veux, même par l'éducation, si tu veux, à l'école et par la société en général. Donc l'église, c'est une petite société. Et finalement, les communautés. Donc aujourd'hui, j'y retourne avec énormément de plaisir et je sais ce que je vais y chercher. Mais j'ai eu besoin aussi de déstructurer un petit peu les préconceptions qui sont en fait. Il y a un phénomène de groupe et un petit peu d'influence collective dans les églises qui peut t'enfermer un petit peu dans ta vision de Dieu, alors que Dieu est immense. Enfin, Dieu on le met pas dans une boîte. Donc voilà, c'était intéressant d'en sortir. Pour moi aujourd'hui, c'est quand même aussi absolument essentiel d'y retourner parce que le monde devient extrêmement fou et il est spirituellement éprouvant. Du coup, pour moi, retourner à l'église, c'est comme aller m'abreuver dans une oasis, quoi. Mais il y a toujours, il y a du bon et du mauvais il y a à boire et à manger dans l'église, il y a à boire et à manger dans chacun d'entre nous aussi. Hein. Donc il faut aussi être capable de pardonner les églises, de se pardonner à soi-même et voilà. Ouais. Puis de faire preuve de discernement et je pense aussi tu parlais voilà de cet aspect un peu groupe qui peut être enfermant. Donc finalement de retrouver une souveraineté spirituelle aussi qui nous permet de remettre Dieu à sa place et comme tu dis cette immensité, cet aspect inaltérable qui est bien plus vaste qu'une simple case religieuse ou dogmatique. Ouais. C'est hyper intéressant. Et comment tu définirais justement quelle est ta vision de la médecine aujourd'hui au regard de cette spiritualité montante de nouveau, parce que le spirituel a quand même été très présent en France pendant de nombreux siècles et on s'en est coupé.
il n'y a pas non plus si longtemps que ça. Et aujourd'hui, on revient à ça. Comment tu places la médecine au cœur de tout ça et comment tu allies les deux au quotidien? Tu parles de l'histoire de la France. Il faut savoir que la médecine, jusqu'à très récemment, elle a été portée par l'Église en France. Les hôpitaux, c'était des dispensaires, et puis c'était parce que effectivement l'enseignement du Christ, c'est s'occuper des malades, c'est s'occuper de la veuve et de l'orphelin, et du coup c'était la mission première de l'Église. Pareil pour, je parlais tout à l'heure des missions en Afrique. Il y a beaucoup encore d'endroits en Afrique aujourd'hui où les seuls systèmes de soins qu'il y a, c'est les églises. Même si c'est en train d'être remplacé. Donc il y avait cet aspect-là. Après, aujourd'hui, dans la médecine d'aujourd'hui, elle est en mutation elle aussi. Tu vois, moi je fais une médecine qui, à mon avis, est le virage qu'il faut prendre. C'est-à-dire ce que les Américains appellent la functional medicine, la médecine fonctionnelle, qu'on peut appeler la médecine intégrative ici. À mon avis, c'est le virage à prendre. Malheureusement, le gros de la médecine qui est poussé par les labos et les politiques va dans un autre sens, qui est vers une médecine un peu transhumaniste, qui est donc en train de s'éloigner encore plus de la nature et de notre nature qu'avant. Donc, avec aussi l'intelligence artificielle qui va rentrer là-dedans qui peut être un bon outil en médecine, mais qui peut aussi, qui va peut-être, en tout cas transformer et peut-être même remplacer le médecin, en tout cas le médecin qui pense guidelines, le médecin qui est dans le système médical aujourd'hui, qui ne fait que suivre des recommandations bêtement. Lui, effectivement, je vois pas pourquoi on continuerait de le payer, on le remplacerait pas par une IA qui fera le travail beaucoup mieux. Donc il y a vraiment la médecine en train de s'orienter en fait vers une médecine plus mécanique et transhumaine versus une médecine qui se rapproche plus de la naturopathie et qui, à mon avis, sera l'avenir, sera le vrai avenir de la médecine. Ouais, tu vois vraiment ces deux branches qui se séparent aujourd'hui. Ouais. Après, avec la spiritualité, moi, je sais pas trop encore comment le lier aujourd'hui. C'est une vraie question pour moi parce que je suis quand même un médecin établi. Je travaille dans une clinique au top à Genève. Je suis pas parti. Je suis pas du tout. Je suis pas un chaman ni un herboriste. J'essaie d'utiliser les traitements les plus naturels possibles et de faire du sens des diagnostics et des solutions que je propose, mais je suis pas. Ça m'arrive parfois de prier pour les patients au cabinet, mais j'essaye quand même de séparer les choses parce qu'on est dans un monde qui est pas prêt à accepter ça. Et donc je sépare aujourd'hui. Je sépare. Et du coup, je sais pas si on en parlait ici sur cette chaîne ou si on en parlait tout à l'heure quand on s'est parlé. Mais donc moi j'ai mon Connect Group là que j'ai mis sur le compte Instagram. Connect Group, c'est ce que fait l'église Hillsong que je fréquente à Genève, qui est une église, un mouvement pentecôtiste australien, et j'aime beaucoup le pasteur qui est à Genève, donc je vais dans son église. Et eux, justement, il y a des Connect Group, donc c'est des réunions où tu te retrouves en semaine pour partager autour de la Bible et prier ensemble et tout ça. Et donc moi, cette espèce de pont, j'essaye de commencer à l'introduire dans ce Connect Group, donc qui est un truc plutôt sur le versant de la foi, et une idée de se retrouver avec mes abonnés qui vivent sur Genève et éventuellement certains de mes patients. Et puis c'est vrai que là, dans ce cadre-là, on peut se permettre pour certaines des personnes que je suis par exemple ou d'autres que je suis pas, de prier pour elles. Et donc d'avoir l'apport de la prière, éventuellement prière de guérison, ce genre de choses. Mais je le fais vraiment en dehors du cabinet parce que je veux pas tout mélanger. Je suis un médecin qui a sa plaque, son droit de pratique, tout ça, voilà. Ouais. Peut-être. Mais l'avenir, on verra. Hein. L'avenir sera peut-être. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu vois encore les limites de cette médecine qui effectivement n'a pas encore, ne réussit pas à intégrer cet aspect spirituel pleinement. Et j'ai, disons que, comment dire, oui, j'ai découvert en tout cas récemment cette année. Les 2-3 dernières années, j'ai eu des événements dans ma vie et puis voilà, qui ont fait que j'ai pu découvrir l'aspect spirituel, même de guerre spirituelle,
qui peut avoir un impact sur la santé, notamment la santé mentale. Et du coup, j'ai assisté à des délivrances. J'ai moi-même été délivré d'esprit qui me qui provoquait chez moi un trouble bipolaire. Donc voilà, j'ai découvert ça de l'intérieur et de l'extérieur, et je me suis dit combien de mes patients, finalement, j'essaye de les aider avec des solutions médicales, même des solutions naturelles et tout ça, mais en réalité, ils auraient peut-être besoin d'être délivrés de quelque chose. Donc, c'est des questions que je commence à me poser, tout ça. Mais après, c'est pas quelque chose que je veux, encore une fois, faire au sein du cabinet. Il y a un lieu et un moment pour tout, quoi. Ouais, complètement. C'est des choses qui, que tu partages aussi beaucoup. Je pense que toutes les personnes qui te suivent et qui connaissent ton travail et ton point de vue savent comment tu te positionnes aussi par rapport à tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années, au niveau de la santé, au niveau de tous les aspects gouvernementaux qui ont pris le dessus sur la vision de la santé aujourd'hui. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui parlent de guerre spirituelle actuellement. C'est la sensation que tu as aussi qu'il y a vraiment une guerre contre l'Église, contre la foi, contre... Oui, moi j'ai vécu un éveil spirituel lors du confinement de 2020, pendant le Covid. Moi, j'avais quand même abandonné la foi dans laquelle j'avais été éduqué depuis des années. Je vivais vraiment comme un non-croyant, quoi, et un matérialiste pur, médecin matérialiste pur. Et ça m'allait très bien. Et puis quand je me suis retrouvé confiné chez moi avec le Covid, et puis que j'ai vu se mettre en place toutes les aberrations et les non-sens qui se mettaient en place, quand j'ai vu que les autorités politiques prenaient le pas sur les autorités médicales, et qu'ensuite ces autorités médicales suivaient aveuglément et prenaient des décisions qui étaient complètement à l'encontre de tout ce qu'on a appris sur les bancs de la fac. Je sais pas, c'est comme le Saint-Esprit est revenu toquer à ma porte, et j'ai réalisé qu'on était dans l'Apocalypse. Et du coup, qui veut dire révélation, et donc dans un moment de révélation de la vérité, et où finalement la société est en train d'être révélée pour ce qu'elle est, la société occidentale, c'est-à-dire un château de cartes de mensonges, en réalité. Ouais, c'est vraiment une ère assez folle qu'on est en train de vivre, et c'est vrai que tu parles d'éveil. Moi, mon éveil à Dieu s'est fait, tu vois, dans des conditions un petit peu après, justement, juste avant de tomber enceinte. Ça, j'en parle beaucoup aussi, parce qu'il y a eu une vraie révélation, justement. Et c'est vrai que tu commences à voir les pixels de cette réalité, et à voir au-delà, et à te dire, oula, ok. Donc en fait, là, j'ouvre les yeux sur quelque chose que je ne voyais potentiellement pas avant, et on voit tout ce qui se trame derrière. Effectivement, il y a beaucoup de choses très sordides sur le plan humain. Il y a beaucoup de choses qui nous révoltent. Tu parles en plus beaucoup, là, ces derniers temps, j'ai vu de toutes les violences incestueuses, etc. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont ramenées à la surface. Donc c'est, je pense, très dérangeant et très violent pour tout le monde. Et ça demande justement un repositionnement que j'ai aussi trouvé, tu vois, personnellement dans la foi. Je pense comme beaucoup aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent à cette foi et qui se rendent compte qu'on peut enfin aller vers beaucoup plus d'harmonie, mais seulement si on est capable de voir ce qui s'est passé. Et c'est vrai que tu parles de temps d'apocalypse comme d'autres en parlent, et c'est assez impressionnant de vivre en ce moment ces temps forts, en fait, de l'humanité, quoi. Ouais, si tu as une éducation chrétienne, comme ça a été mon cas, je me souviens au tout début de la crise Covid, lors d'un discours, je crois le discours de Berlin de Robert Kennedy Jr., il a dit, mais je ne pensais pas que je verrais le retour du Christ de mon vivant. Moi, je pensais que ce serait pour dans longtemps, et maintenant, je commence à y croire. Et en fait, parce que bon, si tu as lu, en tout cas, si tu connais l'eschatologie, et pas que l'eschatologie chrétienne, hein, même les eschatologies, tout s'accorde pour dire qu'on est dans une période. Même d'ailleurs, nos ennemis, les ennemis de l'humanité, le World Economic Forum,
dit on peut pas continuer comme ça, il faut une grande réinitialisation, il faut le Great Reset. Donc même eux, ils savent qu'on est dans une période de charnière, en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc j'encourage tout le monde à, si c'est très dur pour vous en fait de voir votre monde s'écrouler, ne vous accrochez pas à ce monde. Il faut pas s'accrocher à quelque chose qui s'écroule, mais tournez-vous vers. Il y a plus grand que le monde matériel, et donc tournez-vous vers le monde spirituel. Ouais. Merci, Dieu, tout simplement. Ouais, c'est un rappel essentiel. Avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous partager justement tes hacks santé un petit peu, justement tu parlais de fondation tout à l'heure, les hacks santé du Doc Pablo, ce serait quoi? Les hacks santé, c'est aujourd'hui, alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais déjà d'une manière générale, moi je parle beaucoup des carences les plus fréquentes. Je fais de la micronutrition, donc en micronutrition, il y a des carences qu'on retrouve beaucoup. La carence en vitamine D, très fréquente, même fréquente maintenant dans des endroits où il fait soleil toute l'année et tout ça. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir depuis Dubaï, des endroits comme ça. Et puis, il fait tellement chaud là-bas que les gens sont tout le temps à l'intérieur. Et si tu es à l'intérieur, derrière des vitres, même s'il fait très beau dehors, tu vas pas faire de vitamine D, parce que la vitamine D, elle est synthétisée quand ta peau est au contact du soleil. Pareil, si tu es musulmane dans un pays chaud et que tu es voilée et tout ça, et qu'il n'y a que ton visage qui est au soleil, tu vas pas avoir une surface suffisante pour pouvoir synthétiser la vitamine D. Et donc la vitamine D, c'est 20 minutes d'exposition au soleil, à un bon soleil printemps-été, printemps-été. Voilà. Donc sur au moins 40% de la surface du corps pendant 20 minutes. Donc c'est de plus en plus difficile à avoir avec les vies qu'on a, c'est dommage. Et donc ça, c'est bien de se supplémenter en vitamine D avec des doses conséquentes pour un adulte, je dirais 4 à 5 000 unités par jour, c'est bien. À prendre avec le repas parce que la vitamine D est une huile, donc elle est mieux absorbée si tu la prends en mangeant d'une manière générale. Ce qui me pousse au deuxième conseil, c'est les minéraux. Donc les minéraux, c'est le contraire, faut les prendre en dehors des repas, faut les mélanger avec son eau, en fait, et les prendre à jeun. Donc globalement, retenez ça, on absorbe ces minéraux, on absorbe mieux les minéraux quand on est à jeun, parce qu'ils vont directement passer dans la circulation. Si on les mange, si on les prend avec pendant qu'on est en train de manger, généralement ils vont aller se mettre dans la fibre alimentaire, ils vont finir dans les selles. Donc on va pas les absorber. D'accord. Donc pour les vitamines, d'une manière générale, il faut un processus de digestion. C'est des molécules plus complexes que les minéraux, donc il faut un processus de digestion. Donc les vitamines, prenez-les quand vous mangez, et les minéraux en dehors des repas, rajoutez dans votre eau. Pourquoi? Avant, c'était pas nécessaire, et avant, on cherchait les eaux les moins minéralisées pour pouvoir se nettoyer. Ouais. Sauf que on a un problème exponentiel, c'est l'appauvrissement des sols, et donc l'appauvrissement des sols, notamment en minéraux. Donc normalement, les sources de minéraux qu'on a, c'est notre alimentation, les légumes et les fruits. Sauf que aujourd'hui, les légumes et les fruits ont 100 fois moins de minéraux qu'il y a 100 ans. Donc il faudrait en manger des tonnes. Donc aujourd'hui, malheureusement, on doit un peu se supplémenter en minéraux, où on peut faire des jus de légumes qui vont concentrer donc le peu de minéraux qu'il y a, tu vas quand même le concentrer. Ça peut être une idée. Je conseille de pas faire des jus de fruits parce qu'il y aura beaucoup trop de sucre et tu vas concentrer le fructose, donc tu vas abîmer le foie. Donc voilà, j'ai dit vitamine D, minéraux dans leur ensemble. Vous pouvez le faire juste avec du sel. Le sel, prenez un sel naturel, cristallin, de l'eau, et vous buvez ça, et puis ça va vous minéraliser. Vous pouvez le faire. Voilà. Après, l'autre truc qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, c'est la vitamine B12 chez les gens qui consomment pas assez de produits animaux. C'est très difficile d'obtenir de la vitamine B12 de la part des végétaux. Pour les véganes, je conseille de manger des légumes lacto-fermentés. Si vous lacto-fermentez, il va y avoir de la vitamine B12 dans ce que vous mangez. Sinon, il va falloir vous supplémenter. Mais c'est assez difficile. Sinon, les sources animales sont très bonnes. Le jaune d'œuf, les viandes les plus riches possibles, les organes, c'est vraiment super. Sinon, supplémentation en vitamine B12, c'est une de celles que je dois faire le plus souvent aussi chez les gens. Après, là, on est... moi, c'est mon trio, honnêtement. Ouais. S'il y a l'iode, notamment pour la santé des femmes, mais même pour la santé des hommes en vrai, mais beaucoup pour la santé, c'est la santé hormonale, l'iode. Donc ça aussi, énorme carence. J'ai vu une étude qui avait été menée à Nice, tu vois, parce que je disais tout le temps avant à mes patients en Suisse,
ici on est en Suisse, il n'y a pas d'iode, les crétins des Alpes, blablabla. Et je disais, on vit pas au bord de la mer, donc on manque tous d'iode. Mais ils ont fait une étude, le CHU de Nice, sur les carences en iode, et tous les Niçois étaient carencés en iode. Donc finalement, même quand tu habites au bord de la mer, ouais. Il y a que les Japonais qui sont pas carencés en iode parce qu'ils mangent vraiment énormément de produits de la mer. Ils mangent beaucoup d'algues. Les algues concentrent beaucoup l'iode. Donc voilà, si vous mangez beaucoup d'algues, vous aurez vos apports d'iode, mais sinon vous risquez d'en manquer. Donc ça, c'est aussi un autre des suppléments que je conseille. C'est bien souvent chez les femmes, la carence en iode est une des causes de la sensibilité aux xénoœstrogènes et des pathologies d'ovaires polykystiques, d'endométriose, d'adénomiose, de fibrome utérin ou de fibrome dans les seins. Et donc, pour une femme, c'est vraiment indispensable de prendre de l'iode. Pour une femme enceinte, c'est encore plus indispensable parce que ça fait des bébés intelligents. Voilà. Et donc voilà. Et puis ça permet d'avoir des bons apports d'iode. Ça permet de ne pas être pollué par toute la classe des halogénés. En fait, dans la table périodique des éléments, tu as l'iode, mais tu as aussi le fluor, le brome, enfin plein de trucs qui sont des toxiques en réalité pour l'être humain, et en fait qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans des tas de produits d'entretien et des tas de produits même industriels. Et donc en fait, si tu es en carence d'iode, tu vas beaucoup plus capter ces trucs-là. Et donc là aussi, perturbations endocriniennes et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, prendre de bons apports d'iode, ça permet aussi, si le corps a le choix, il va garder l'iode et il va éliminer ces fameux halogénés qui nous polluent, qui sont dans les retardateurs de flamme, tous ces trucs-là. Donc vraiment, ça aussi, je vous conseille d'avoir de bons apports, une bonne source d'iode. Ensuite, prenez soin de votre sommeil. Donc faites attention à la lumière parasite, les lumières artificielles. Passez du temps dehors au maximum, même quand il fait pas beau, juste pour votre cycle veille-sommeil. Et puis jeûnez de temps en temps parce qu'on est tellement intoxiqué. Je vais pas vous donner des solutions. C'est super si vous pouvez filtrer votre eau et faire des trucs, mais ça peut être des solutions coûteuses. Mais si vous jeûnez, c'est le moyen que le corps a de se détoxiquer. Donc jeûnez régulièrement, pratiquez le jeûne régulièrement. Ça c'est vraiment important. Évidemment, mais c'est une bonne protection, c'est le mix bleu de méthylène et astaxanthine pour la peau. Il faut nourrir sa peau de l'intérieur et puis surtout éviter de bouffer des aliments transformés et notamment de mauvaises huiles, les huiles végétales qui s'oxydent très facilement. Et donc tu vois ce qu'on fait, évidemment les gens, la grande catastrophe, tu vois, moi je le vois les rares fois où je vais à la plage dans le sud ici, les touristes qui ont des phototypes de nordiques, qui vont bouffer des beignets, tu vois, un truc cuit dans de l'huile végétale, oxydée, sucrée, enfin une catastrophe. Donc c'est avec ça qu'ils se nourrissent. Et donc ça s'oxyde. Ça, si tu veux prendre un coup de soleil, c'est le meilleur moyen. Si tu veux flinguer ta peau. Et ils s'exposent aux heures les plus violentes de la journée. Et ils se tartinent de crème soleil d'écran total. Et ils prennent quand même des coups de soleil parce qu'en fait, c'est ta peau. Si tu veux, il faut faire tout le contraire de ces gens-là. Il faut la nourrir de l'intérieur, ta peau. Il faut manger très bien en été, des fruits, des bonnes viandes. Il faut éviter les huiles qui s'oxydent, toutes les graisses qui vont s'oxyder, les aliments trop sucrés et industriels. Et il faut boire beaucoup d'eau. Et vous prenez de l'astaxanthine, du bleu de méthylène, vous vous exposez pas comme des cochons, et vous verrez que vous aurez un joli bronzage et que vous aurez pas, la peau va pas être fusillée, quoi. Voilà, c'était le dernier petit truc, parce que là on est en été, c'est le dernier petit truc que je voulais donner. Dans les hacks du doc Pablo. Les hacks. Ouais, voilà, c'est ce que je fais en été. Vous prenez ça le matin et puis voilà. Pas de burger sur la plage. Pas de burger. Non, mais c'est vrai que c'est super important et tu te rends compte que par une bonne alimentation, en fait, ta peau est protégée et tu prends pas de coups de soleil. Tu vois, moi, même en étant au Costa Rica, je vais te dire, je prends rarement des coups de soleil. Parce qu'on s'expose raisonnablement, parce qu'on mange bien, parce qu'on mange, tu vois, tout ce qu'il faut en termes de bonnes huiles, de bonnes graisses, etc. Oui, ce qui cause les problèmes de peau, c'est l'oxydation des graisses au niveau de la peau. Le sang circule et tu te balades, enfin
ingurgité des graisses trans, tu vois, des acides gras trans, des trucs comme ça, au niveau de ta peau, ils vont venir faire une réaction, des réactions en chaîne qui vont être terribles. Ouais. Super, merci Pablo pour tous ces conseils. On en fera d'autres si tu veux, parce qu'en plus moi j'avais des questions pour toi, parce que j'ai vu vite fait passer ton livre, je vais l'acheter pour voir de quoi tu parles. Avec plaisir. Et moi j'aurais bien aimé savoir un petit peu. Je vais t'envoyer Pablo, tu me donneras une adresse, je te l'envoie. Ah ok, trop bien. Merci. Avec plaisir. Ouais, je pense qu'effectivement on a des choses très communes en termes de, tu vois, de réflexion aussi sociale, de spiritualité. Et, tu parlais du Connect Group à Genève. J'invite les gens à te rejoindre du coup parce que c'est canal de diffusion pour le Connect Group. Je suis un peu loin. C'est loin. Et tu peux te mettre sur le canal de diffusion, des fois j'envoie des trucs. Ouais, complètement. Je vais rester connectée à tout ça. Merci infiniment pour tout. Pas de rien. Et puis on se reparle avec plaisir bientôt. Merci pour tout. Merci à tous pour votre écoute et à très, très bientôt.